Si tu entends cette histoire, c'est parce que nous avons survécu. Mais ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que ces hommes nous ont fait, personne ne devrait jamais le vivre. Tout a commencé le jour où nous avons pris un simple raccourci. Je m'appelle Clara, j'ai 28 ans au moment des faits. Et l'homme qui partageait ma vie s'appelait Julien, 31 ans. Nous étions ensemble depuis 5 ans. Un couple normal, un travail normal, une vie normale, jusqu'au jour où nous avons décidé de quitter l'Europe. Nous voulions voyager, découvrir le monde, se sentir vivant. Nous avions économisé pendant 2 ans, tout quitté pour 2 mois en Amérique latine, Pérou, Bolivie, Colombie. Des paysages magnifiques, des cultures incroyables, des gens chaleureux. Les 2 premières semaines ont été parfaites. Rien à signaler, aucun danger, aucune peur. Puis est arrivé le jour du raccourci. Nous étions dans le sud de la Colombie, une région que nous ne connaissions pas, très peu touristique. Notre GPS indiquait 6 heures de route par la route principale. Mais il existait une autre route, 4 heures seulement. 2 heures de gagner. Julien hésitait. Moi, je voulais avancer. Je lui ai dit que le GPS ne se trompait jamais, que ce serait plus rapide, plus simple. Nous avons pris cette route. Au début, tout était normal. Asphalte correct, quelques maisons, des motos de temps en temps. Puis, au bout de 40 minutes, tout a changé. La route s'est rétrécie. La forêt s'est refermée autour de nous. Plus aucun village, plus aucun être humain. Et surtout, plus aucun réseau. Le silence devenait lourd, épais. La jungle nous encerclait. Puis, nous avons vu le panneau. Un vieux panneau rouillé, à moitié mangé par la végétation. Zona peligrosa, zone dangereuse. Julien a ralenti. Je n'ai rien dit, mais j'avais déjà un mauvais pressentiment. 1 heure plus tard, la route était bloquée. 2 troncs d'arbres en travers du chemin. Et derrière eux, 3 hommes. Ils étaient immobiles, silencieux. Ils n'avaient pas d'uniforme, pas de badge, seulement des vêtements civils et des armes longues, très longues. Julien a voulu reculer, très lentement. Un des hommes a levé son arme et l'a pointée directement vers nous. Il a crié quelque chose, en espagnol. Je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais le ton. Descendez. Julien a coupé le moteur. Je tremblais de tout mon corps. On nous a fait sortir de la voiture, lentement. Ils nous ont fouillés, brutalement. Ils ont pris nos téléphones, nos passeports, notre argent, nos sacs. Nous étions seuls, sans moyen de communiquer, sans identité. Puis l'un d'eux a parlé à un autre. Il a regardé la forêt. Il a fait un signe de tête. Ils nous ont ordonné de marcher, dans la jungle. Nous avons marché longtemps, très longtemps. La boue collait à nos chaussures. Des insectes nous dévorèrent la peau. La chaleur nous étouffait. Je glissais, je suffoquais, je pleurais. À chaque pas, je me disais, ils vont nous tuer ici, et personne ne saura jamais où nous sommes morts. Après environ 40 minutes, nous sommes arrivés devant une cabane en bois, perdue au milieu de nulle part. À l'intérieur, une table, 2 chaises et des chaînes fixées au mur. Ils ont séparé Julien de moi. Je ne l'ai pas vu être emmené. Je l'ai entendu. Il criait. Je criais aussi. Mais ma voix était étouffée par la terreur. On m'a poussé dans la cabine. On m'a attaché à une chaise. Les menottes étaient froides, très froides. Un des hommes a posé un téléphone satellite sur la table. Il a posé devant moi nos 2 passeports ouverts. Puis il m'a regardé, longtemps. Et en anglais, très lentement, il a dit « Your family, they pay. Or you disappear. » J'ai compris immédiatement. Nous n'étions pas arrêtés. Nous n'étions pas contrôlés. Nous étions kidnappés. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. On me laissait seule par moments. Puis un homme revenait. Il me regardait. Il sortait. Je ne savais pas où était Julien. S'il était vivant, s'il souffrait, s'il le frappait. Je n'entendais parfois que ses cris, loin dans la forêt. Puis plus rien. La peur me paralysait. Je sentais mon cœur battre dans tout mon corps. Je pensais à mes parents. Je pensais à ma sœur. Je pensais que je ne les reverrais plus jamais. Les ravisseurs ont essayé de contacter nos proches. Mais personne ne répondait immédiatement. Le temps passait, et leur patience diminuait. La nuit est tombée. Dans la jungle, la nuit n'est pas silencieuse. Elle est vivante, elle respire, elle hurle, des cris d'animaux, des bruissements, des pas invisibles, et surtout, des voix d'hommes autour de la cabane. À un moment, un des hommes est entré. Il sentait l'alcool, fort. Il m'a regardé de la tête aux pieds, très lentement. Il a souri. Puis il a dit quelque chose en espagnol. Les autres ont ri dehors. Il est ressorti. Je ne savais pas ce qui m'attendait. J'ai cru que cette nuit serait ma dernière. Je m'imaginais morte, enfermée dans ce trou pour toujours, sans tombe, sans nom. Le temps s'est arrêté. Chaque minute durait une éternité. Puis, au milieu de la nuit, j'ai entendu une explosion, lointaine, mais réelle. Puis une deuxième, des cris,
des tirs, le chaos, des hommes courir dans tous les sens, des ordres criés, des pas précipités. Le sol vibrait sous mes pieds. Soudain, la porte de la cabane a explosé. Des hommes sont entrés brusquement, des hommes en uniforme, l'armée. Ils ont pointé leurs armes autour d'eux. Ils ont sécurisé la pièce. Ils m'ont détaché. Je n'arrivais pas à marcher. Mes jambes ne me portaient plus. Ils m'ont sorti dehors, et là, j'ai vu Julien, allongé au sol, inconscient, sang sur le visage, mais vivant. On a appris plus tard plusieurs choses. Des voyageurs avaient en signalé notre disparition. Ils avaient retrouvé notre voiture vide, abandonnée sur la route. L'armée cherchait ce groupe armé depuis des mois. Un réseau de kidnapping, de trafic, de disparition. Nous étions censés être déplacés le lendemain matin, vers un autre camp, encore plus isolé. Si l'intervention avait eu lieu quelques heures plus tard, on ne nous aurait jamais retrouvés. Nous avons été hospitalisés, soignés, rapatriés. Physiquement, nous avons survécu. Mais mentalement, quelque chose est resté là-bas. Julien ne dormait plus la nuit. Il se réveillait en hurlant. Il revivait les cris, les menaces, les coups. Moi, je ne supportais plus le silence, ni la pénombre, ni les portes fermées. Nous avons suivi une thérapie pendant des mois. Notre couple a survécu. Mais nous ne sommes plus jamais redevenus les mêmes personnes. Aujourd'hui encore, quand je vois une route déserte, quand je remarque un panneau rouillé, quand j'entends le mot raccourci, mon corps se fige. Parce que je sais une chose, la mort ne prévient pas. Parfois, elle prend simplement la forme d'un simple détour, sur une carte. Et si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, c'est uniquement parce que nous avons eu une chance que beaucoup d'autres n'ont jamais eue.